Zone Podcast. Bonsoir. Ce soir, on ouvre un dossier, un des plus troublants de nos archives, l'incident de Levelland, au Texas. On est dans la nuit, du 2 au 3 novembre 1957. Faut imaginer le décor. Une petite communauté rurale, c'est un peu le milieu de nulle part entre des champs de coton, des puits de pétrole. Le genre d'endroit où il se passe jamais rien, quoi. Ben voilà. Sauf que cette nuit-là, pendant 2 heures, cet endroit va devenir le théâtre d'événements qui, encore aujourd'hui, défie toute logique. Et on ne parle pas juste de lumière dans le ciel, c'est ça le truc. Ah non, pas du tout. On a au moins une dizaine de témoins, des gens qui ne se connaissent pas, des civils, des policiers. Et tous racontent des rencontres très rapprochées avec un objet lumineux. Mais le cœur du mystère, c'est l'interaction physique. C'est ça. À chaque fois, sans exception, les moteurs et les phares de leur véhicule se coupent. Net. Une panne électrique totale, instantanée. C'est donc le point de départ de notre analyse. On va plonger dans les témoignages, décortiquer l'enquête, enfin si on peut appeler ça une enquête, de l'armée de l'air. Le simulacre d'enquête, oui. Et surtout, on va essayer de confronter ce fossé immense entre ce que les gens ont vécu et ce que les autorités ont voulu leur dire. La question est simple, mais la réponse... Elle est beaucoup moins. Qu'est-ce qui a pu paralyser toute une région cette nuit-là? Alors remontons le fil. Tout commence vers 23h. Un ouvrier agricole, Pedro Saucedo, il est en camion avec un ami. Il décrit un éclair aveuglant dans un champ, puis un objet qu'il qualifie de torpille d'environ 60 mètres de long qui fonce droit sur eux. Son témoignage, il est glaçant de détails. Il dit « ça a coupé le moteur et les phares de mon camion ». Et il y a même cette histoire de chaleur, non? Oui, il raconte avoir senti une chaleur intense au point de devoir se jeter hors du véhicule. Et dès que l'objet s'éloigne, pouf, le moteur et les phares se rallument. comme si de rien n'était. C'est la séquence inaugurale. Et chaque détail est crucial. Ce n'est pas une observation passive, c'est une interaction directe. Le véhicule est neutralisé. Neutralisé en présence de l'objet, et il redevient parfaitement fonctionnel dès qu'il s'en va. C'est ce qu'on pourrait appeler la signature de l'événement de Levelland. Un schéma qui va se répéter. Toute la nuit. Et là, le standard de la police de Levelland, il commence à exploser. Vers minuit, un certain Jim Wheeler appelle. Lui tombe carrément nez à nez avec un objet en forme d'œuf, posé au milieu de la route. 60 mètres de long, pareil. Évidemment, moteur et phare coupés. Ce qui est fou, c'est son réflexe. Sa voiture s'arrête, il a cet engin inconnu devant lui, et lui, il sort de sa voiture. C'est un détail psychologique fascinant, ça. Ah oui, Bah oui, ça nous dit qu'il n'a pas perçu l'objet comme immédiatement menaçant. C'était stupéfiant, surréaliste, mais pas une agression. et au moment où il sort, L'objet décolle à la verticale et disparaît à une vitesse folle, et sa voiture redémarre toute seule. attendez, donc on a un deuxième, puis un troisième type qui ne se connaissent pas à des kilomètres de distance, qui décrivent la même scène. Exactement. Là, on sort de l'anecdote isolée pour entrer dans un schéma, c'est ça? C'est plus une coïncidence. Plus du tout. Quelques minutes plus tard, c'est un étudiant de 19 ans, Newell Wright, à une quinzaine de kilomètres de là. Même scénario, mais avec une petite variante. Laquelle? Il raconte que l'ampèremètre de sa voiture est devenu fou, que le moteur s'est mis à tout sauter avant de caler et que les phares se sont éteints. Il pense à une panne, j'imagine. Évidemment. Il sort pour regarder sous le capot, et c'est là qu'il voit un objet lumineux de 30 mètres posé sur la route. Dès que l'engin décolle, sa voiture se remet à fonctionner parfaitement. C'est incroyable. Et l'histoire se répète encore. À 0,45, un camionneur, Ronald Martin, même description, son camion s'arrête net face à un ovale orange lumineux. Il ajoute un détail de couleur, lui. Il dit que l'objet vire au bleu-vert juste avant de s'envoler à la verticale. Et son camion, bien sûr, redémarre sans aucun souci juste après. C'est presque une chorégraphie. C'est cette cohérence qui rend le cas si solide. Des témoins multiples, indépendants, dispersés sur 30 km. Et tous décrivent la même chose. Le même type d'objet, le même décollage vertical, et surtout, cet effet électromagnétique très, très spécifique. Le standard de la police a enregistré 15 appels de ce type en moins de 2 heures. C'est une vague. Et ça ne touche pas que les civils. Les forces de l'ordre, qui au début devaient penser à une blague, Finissent par être témoins elles-mêmes. C'est ça qui est fort. le shérif du comté, Weir Clem, il part enquêter et, vers 1h30 du matin, il voit de ses propres yeux un ovale rougeoyant traverser le ciel. Et c'est pas fini. Il y a aussi le chef des pompiers, Ray Jones. Lui, il voit un trait de lumière brillant. Et là, c'est le détail qui tue. Au même moment, les phares de sa voiture faiblissent et son moteur menace de caler.
Ce témoignage est capital. On a une corroboration par un observateur entraîné qui fait le lien direct entre la lumière et une anomalie sur son véhicule, même si l'effet est moins intense. Là, on ne peut plus parler de coïncidence. C'est impossible. Tous les éléments convergent. Avec autant de témoins, y compris le shérif, le chef des pompiers, on se dit que l'Air Force a dû envoyer ses meilleurs limiers, non? Une vraie équipe d'experts. On pourrait le croire, mais ce qui s'est passé est tout le contraire. Et c'est peut-être la partie la plus révélatrice de l'affaire. C'est-à-dire? L'US Air Force lance bien une enquête, via son programme officiel, le projet Blue Book. D'accord. Ils envoient un seul enquêteur. Un seul. Un sergent, Norman Barth. Il va passer en tout et pour tout 7 heures à Levelland. 7 heures? Mais c'est une blague! 7 heures pour interroger une dizaine de témoins, analyser les lieux, comprendre un phénomène d'une telle ampleur? C'est exactement ça. L'enquête était bouclée avant même d'avoir commencé. C'est ridicule. Objectivement, oui. Ça suggère une enquête de pure forme. Une mission dont le seul but était de classer l'affaire au plus vite. Et la conclusion, elle dit quoi? Elle tombe très rapidement via un communiqué de presse. L'Air Force attribue tous les événements de Levelland à un phénomène électrique d'origine météo, la foudre en boule ou le feu de Saint-Elme, Ah oui, la fameuse foudre en boule. provoqué par un orage dans la région. Fin de l'histoire, circuler, y a rien à voir. Bon, pour jouer l'avocate du diable, 1957, guerre froide, la peur de la panique. Est-ce que cette conclusion hâtive, c'était pas juste une façon de calmer le jeu, même si elle était fausse? C'est une hypothèse plausible, c'est vrai. Une sorte de mensonge d'État pour maintenir l'ordre public. Mais ça n'enlève rien au fait que l'explication fournie est scientifiquement absurde. Pourquoi absurde? D'abord, l'imprécision. Mettre foudre en boule et feu de Saint-Elme dans le même sac, c'est déjà un signal d'alerte. Ce sont deux phénomènes totalement différents. C'est un peu comme dire que la panne a été causée par un ours ou un écureuil. C'est une excellente analogie. Le feu de Saint-Elme, c'est un plasma sur des objets pointus. C'est pas un objet volant. Et la foudre en boule, c'est rarissime. Ça mesure quelques centimètres, ça dure quelques secondes. On est loin des 60 mètres décrits par les témoins. Très loin. Coller ces étiquettes sur un objet qui stationne sur une route avant de décoller à la verticale, c'est de la prestigitation. Et surtout, est-ce que ça explique les pannes de moteur? Absolument pas. C'est le point de rupture de leur théorie. Aucun cas documenté de foudre en boule n'a jamais provoqué l'arrêt simultané du moteur et des phares d'un véhicule. Et encore moins de plusieurs véhicules à la suite. Évidemment. Et pour couronner le tout, le rapport final de Blue Book va jusqu'à affirmer n'avoir trouvé que 3 personnes ayant vu la grosse lumière. C'est une dissimulation pure et simple des faits. C'est ce qui a provoqué une levée de boucliers. Des groupes de recherche civils ont dénoncé une enquête bâclée. Mais la critique la plus forte est venue de l'intérieur. De l'intérieur du projet Blue Book, oui. Le Dr J. Allen Hynek, leur consultant scientifique, un astronome, a fini par qualifier cette explication d'absurde. Il a dit que la probabilité de toutes ces coïncidences était statistiquement proche de 0. Du coup, si on met de côté cette explication officielle qui ne tient pas, on se retrouve avec quoi alors? Un événement isolé, une bizarrerie texane? Non, et c'est là que ça devient encore plus sérieux. Levelland, ce n'est pas un cas unique. C'est une pièce maîtresse dans un puzzle beaucoup plus vaste d'interférences électromagnétiques. D'accord, mais concrètement, comment un champ électromagnétique pourrait arrêter une voiture de 1957? Ce ne sont pas des ordinateurs. C'est une excellente question. Le système d'allumage de l'époque était simple. Il reposait sur une bobine. En gros, un petit transformateur. Qui crée l'étincelle. Exactement. Un champ électromagnétique très intense, peut-être pulsé, pourrait saturer cette bobine, l'empêcher de fonctionner. Le moteur cale. Les phares, alimentés par le même système, s'éteignent. C'est un mécanisme tout à fait plausible pour la technologie de l'époque. D'accord, le mécanisme est plausible. On ne parle pas que de voitures. Non, l'échelle change. À Tamaroa, dans l'Illinois, 2 semaines après Levelland, une ville entière subit une panne de courant de 10 minutes. Et ça coïncide avec une observation. Parfaitement. Un objet stationnaire vu par de nombreux témoins. Plus tard, en 1965, la grande panne du Nord-Est. 30 millions de personnes dans le noir. La commission d'enquête a recueilli des dizaines de témoignages d'OVNI. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont écartés du rapport final. On passe de voitures qui calent à des villes dans le noir. Mais les sources mentionnent une escalade encore plus inquiétante. On parle d'interférence avec l'arsenal nucléaire. Là, on change complètement de dimension. C'est une question de sécurité nationale. Le cas le plus documenté, c'est la base aérienne de Malmstrom. Dans le Montana, c'est ça? Oui. Plusieurs officiers de l'Air Force, sous serment, ont témoigné qu'un ovni rougeoyant a survolé un de leurs silos de missiles. Exactement au même moment.
Quoi? Les 10 missiles balistiques intercontinentaux de ce silo sont passés en mode no-go, inopérant, impossible à lancer. Attendez une seconde. Ce n'est plus une voiture qui cale au Texas. C'est la neutralisation de 10 têtes nucléaires. C'est l'équivalent de l'écran bleu de la mort, mais pour l'apocalypse. Et personne n'a jamais pu expliquer pourquoi. Jamais. L'armée a mené des enquêtes et n'a trouvé aucune explication technique. Si cette technologie existe, elle peut déstabiliser complètement l'équilibre mondial. On comprend mieux pourquoi ces incidents ont été classifiés pendant des décennies. Ça transforme le phénomène d'une simple curiosité à une potentielle menace stratégique. D'un côté, on a une série de témoignages crédibles, cohérents, qui décrivent un phénomène physique bien réel, Avec des effets mesurables sur notre technologie, et de l'autre, une explication officielle qui ne tient pas debout. qui ressemble plus à de la gestion de crise qu'à une enquête scientifique. C'est pour ça que le Veland est devenu un cas d'école. Il illustre cette fracture béante entre l'expérience des gens sur le terrain et le discours des institutions. Il a forcé tout le monde à prendre au sérieux la question des effets physiques de ce phénomène. Ce n'est plus juste une affaire de lumière dans le ciel. Non, c'est un phénomène capable d'interagir directement avec notre monde. Et près de 70 ans plus tard, le mystère est total. Aucune explication conventionnelle ne peut expliquer tous les faits de cette nuit-là. Et ça nous amène à une dernière question. Une question qui projette l'ombre de Leveland jusqu'à aujourd'hui. Les voitures de 1957, avec leur système simple, étaient peut-être très vulnérables. Oui. Mais si le même phénomène se produisait aujourd'hui, face à nos voitures qui sont de vrais ordinateurs sur roues, bourrés de microprocesseurs, de systèmes connectés, Que se passerait-il? voilà, serions-nous mieux protégés ou au contraire, exposés à des pannes en cascade d'une nature totalement nouvelle et peut-être encore plus déconcertante? Le dossier Leveland reste donc ouvert.